Compte ce soir. Nous sommes ravis ce soir d'être accueillis au Moussy pour plein de raisons, parce que d'abord Vincent Lalu est un très grand amateur de vin. Vincent Lalu, c'est le propriétaire de ce journal. Le Moussy, comme vous savez, c'est le journal de référence dans le business international, et notamment leader dans son domaine francophone. Et puis, je vous invite bien sûr à acquérir les numéros spéciaux que le Moussy sort. Il y en a sur la Chine, à peu près une fois par an. La prochaine édition, c'est à la fin du mois. Et puis, il y a aussi des numéros sur le vin, en particulier, assez régulièrement. Bon, en tout cas, on a un espace assez sympathique. Il y a un jardin derrière. En fin de conférence, nous aurons une très bonne dégustation de vin. Les vins ont été offerts par Dominique Ozias et Philippe Castéja. On pourra profiter du jardin qui est derrière. Aujourd'hui, c'est un événement un peu particulier pour l'INSEAD China Club. Depuis 18 mois, nous organisons un certain nombre d'événements. Aujourd'hui, c'est le 8e. Vous savez qu'en Chine, le chiffre 8 a une certaine importance. On avait commencé il y a 1 an et demi avec Jacques de Châteauvieux, qui avait parlé des partenariats en Chine, à travers son expérience du groupe Jacquard, chantier naval, 2 milliards d'actifs dans ce pays-là. Et puis, on a eu une expérience sur Hong Kong, l'accélérateur d'opportunités en Chine. On a eu une conférence sur les voies avec Hubert Védrine sur les voies d'évolution dans ce pays, qui se faisait chez Lide. Et puis, on a eu un sujet marketing très intéressant dans le domaine du luxe, marketing management, par Michel Gulzat, qui est un des meilleurs chroniqueurs de ce pays-là dans cette industrie. Cette année, on a eu Frédéric Bérat qui a présenté à la Maison de la Chine son dernier ouvrage qui s'appelle « Apprendre de la Chine et s'y orienter ». Donc, ouvrage que je vous recommande, c'est un des plus synthétiques sur la vision globale de ce pays-là, complètement appliquée sur le business. On a eu Jean-Louis Beuffat pour un déjeuner exceptionnel, également organisé chez Gîtes sur la stratégie industrielle de la Chine. Le 7e, c'était Ming Po Tsai, le parcours d'un entrepreneur qui est devenu investisseur franco-chinois, qui était organisé avec le club Private Equity d'INSEAD. Et donc, pour le 8e événement, on se devait de faire quelque chose d'un peu particulier. Et l'idée est venue de Gao Xian. Alors, Gao Xian est un INSEAD de 2011, qui est chinois, de Shanghai, qui vit en France depuis une bonne dizaine d'années, et qui a décidé de laisser derrière lui sa carrière de banquier pour devenir entrepreneur. Et il a créé testspirit.com, dont une des représentantes ici, Rebecca, va nous parler un peu plus loin. En tout cas, Gao Xian avec Bernard Burchi. Bernard Burchi, c'est la plume de référence dans le domaine du vin en France, le Figaro Vin. Voilà, la complicité des deux hommes a permis de réunir un plateau exceptionnel. Alors je le fais dans l'ordre alphabétique. Dominique Ozias, qui en dehors du vin est connu pour avoir fondé le Petit Futé, mais qui est aussi très futé dans le domaine du vin, puisque bien sûr il y a le Château Ozias dans le Languedoc, et il fait partie des pionniers qui ont planté un vignoble dans le Chambon en Chine. Donc il viendra partager son aventure viticole chinoise. Et puis on a Philippe Castéja. Philippe Castéja est propriétaire de nombreux châteaux. Et vous connaissez tous la spécification 1855 des Grands Crus de Bordeaux. Donc Philippe Castéja est le président de ce conseil. Je crois que vous sillonnez la Chine depuis 1987. Donc beaucoup d'expérience sur ce pays. Et puis on a l'honneur d'avoir aussi Anne Cuzon. Anne Cuzon vient de Vinexpo. Vinexpo fait un vrai carton à Hong Kong depuis de nombreuses années, et peut-être des choses à nous avancer pour la Chine continentale. Et puis on a Rebecca, donc Xiao Yan Moreau, représentante de testspirit.com, qui nous parlera des médias digitaux. Les médias digitaux en Chine, de manière générale, on connaît un développement complètement époustouflant, comme beaucoup d'autres domaines, mais celui-ci en particulier. Et donc testspirit.com a pris cette opportunité de développement pour faire la promotion des vins fins étrangers, et en particulier français.
Donc on va avoir à peu près 1h15, 1h30 de présentation. Je sais que nos invités sont très bavards et Bernard aussi. Donc Bernard, il va essayer de contrôler le temps de parole des uns et des autres, bien entendu. Bon, on a envie de savoir quand même, à propos du vin en Chine, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ces dernières années. À l'instar du café qui n'existait pas il y a 20 ans, qui est devenu un business énorme avec Starbucks et Nescafé, à l'instar de la boulangerie-pâtisserie qui n'existait pas il y a 10 ans et qui fait aujourd'hui 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires en Chine. Le vin est apparu, a explosé, est né, on peut dire, les vins fins importés sont nés en 2007 plus ou moins, et complètement explosé. Vous savez que sur le marché total du vin, pour cadrer à peu près les choses, les vins importés représentent 15 à 20% de part de marché. La France a pris la moitié de ses parts de marché. Mais ce qui est très intéressant, ce petit milliard d'euros de chiffre d'affaires pour les Français cette année, est fait en fait par quelques dizaines de millions de Chinois seulement. Donc ça en dit assez long sur le potentiel. Pour autant, même si le ciel est radieux, on sait qu'en Chine la route est très sinueuse et qu'on est en plein dans l'actualité puisque cette nuit Pékin a annoncé d'éventuelles mesures de restriction contre les vins européens, réponse aux nouvelles barrières tarifaires imposées par l'Europe au solaire chinois. Donc on voit pas bien le rapport entre le solaire et le vin. À part le soleil, bien sûr, mais il y a un cadrage, bien sûr, en Chine, politique, très important, qui peut gêner des développements commerciaux. Voilà, alors Bernard, que s'est-il passé depuis ces dernières années en Chine? Bien, merci Philippe. Donc, effectivement, la Chine, on l'a traité à la fois du côté de la consommation, mais aussi de la production, puisqu'en fait les deux vont l'un avec l'autre. On l'a bien vu aux États-Unis. Donc aujourd'hui, le premier marché de vin du monde sont les États-Unis, en particulier parce qu'ils sont devenus producteurs. Donc ici, c'est un point important. Et d'ailleurs, le monde et la Chine bouge très vite. Donc ici, chaque fois que j'y étais encore il y a quelques semaines, aujourd'hui, il y a une effervescence extraordinaire. Il y a des palais qui se montent dédiés au vin. Ici, donc le Wine Gallery par exemple à Shanghai qui vient d'ouvrir le 18 mai, donc il y a 8 étages uniquement donc, de vin avec des membres, des stockages, on peut louer des caves, enfin, donc c'est impressionnant. Mais je vais d'abord laisser la parole donc, à Dominique pour nous présenter Dominique Ozias, donc, qui est effectivement donc, à la fois le patron des Petits Vités, son concepteur, mais qui a un vignoble donc, en Chine, donc de très haute qualité d'ailleurs, puisqu'il a brillé, donc il y a une démonstration que nous avons faite à l'aveugle il y a 3 semaines, donc il est arrivé premier ici, avec ce vin. Donc, en tout cas, et qui va nous présenter un peu un versant que vous connaissez nettement mal, c'est-à-dire la production du vin en Chine. Voilà, Dominique. Voilà, alors, bonjour, alors je vais vous... Alors j'ai un PowerPoint, voilà, alors j'ai un PowerPoint, puis... En chinois et en anglais. Alors oui, j'aurais dû malheureusement le faire... Voilà, il est en chinois et en anglais, et j'aurais dû le traduire en français, mais je pense que tout le monde parle c'est de l'engin, donc il n'y aura pas de difficulté. Donc en 2 temps, d'abord je vais présenter ça, et puis ensuite, si vous voulez bien, à la fin, comme c'est une honorable assistance, et là, je vous donnerai 3 éléments et 3 points qui me tiennent à cœur sur les rapports entre la France et la Chine dans le domaine du vin, et des choses que l'on pourrait faire, notamment pour défendre nos intérêts. Parce que bien souvent on dit, un vigneron français qui s'installe en Chine, il va apporter tout le savoir-faire, il est en train de vendre, c'est un traître à la cause. Et je voudrais expliquer que c'est pas tout à fait ça. Et si je suis allé en Chine, c'est parce que j'ai une propriété dans le Languedoc et dans le Cabardès en particulier, qui est assez importante. Il y a 80 hectares de vignes en production. Et tout naturellement, le marché international est très important. Et c'est toujours bien d'aller vendre son vin dans des marchés en croissance. Et les marchés du BRICS, notamment, que ce soit la Chine ou l'Inde, sont des marchés très importants parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait des producteurs. Et si on est présent sur place pour produire, on peut aussi y vendre. Et c'était mon objectif au début. Et je dois saluer également mon ami, mon camarade. Nous, on n'est pas d'INSEAD ni de l'ESSEC, on est d'HEC. On était ensemble et c'est grâce à Michel, notamment à Geneviève Luzi, qui m'ont beaucoup aidé pour aller en Chine à cette époque-là. Et donc, le marché du vin en Chine, sur la production est assez intéressant. Donc, comme vous voyez, depuis à peu près une trentaine d'années, il y a eu
trois gros facteurs qui se sont développés en Chine. Le premier, ça a été d'essayer de produire la plus grande qualité, la plus grande diversité des qualités de vin. Le deuxième, c'est de savoir qu'aujourd'hui, 80% des vins qui sont consommés en Chine, je crois que la Chine est devenue maintenant le 4e producteur de vin, et je crois que c'est le 2e producteur de raisin de table et le 4e producteur de vin de cuve dans le monde, a une très forte croissance, et tout le monde l'oublie, on ne sait pas que la Chine est un aussi gros producteur de vin. Et puis ensuite, il y a trois importants opérateurs là-bas qui représentent, comme c'est indiqué avec les chiffres, il faut peut-être les prendre un peu plus avec des pincettes, mais qui représentent un peu plus de la moitié du marché, qui représentent à peu près 80% de la capitalisation sur place des vignobles chinois. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a à peu près 7-8 ans, enfin il y a une dizaine d'années, au début des années 2000, la production chinoise et la production des vins importés étaient pratiquement équivalentes, alors qu'aujourd'hui l'écart s'accroît de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a une stagnation des vins importés, même si la France représente une très grande partie, puisqu'on dit que c'est à peu près la moitié. Tout ça, ces chiffres-là, il faut les prendre avec des pincettes, parce que je crois qu'on pourrait tellement se fier aux statistiques, et personne ne les connaît vraiment, dans la mesure où il y a des entrées de vin de différentes façons qui ne sont pas forcément, qui ne rentrent pas tout à fait dans les statistiques, je pense notamment à Hong Kong. Donc tous ces chiffres-là, qui sont des chiffres qui m'ont été communiqués par mes associés chinois, sont eux-mêmes me disent qu'il faut les prendre avec modération. Donc on voit la forte évolution de la production chinoise et puis une espèce de stagnation à peu près de l'importation. Et on voit également que les prix se tassent, c'est-à-dire qu'il y a la corrélation entre la valeur des vins et la quantité des vins importés est à peu près équivalente. C'est-à-dire que tout au début, les vins importés en Chine étaient essentiellement des grands crus qui étaient très chers, donc les importations en valeur étaient supérieures aux importations en volume. Et aujourd'hui, cet écart se maintient. Et il y a beaucoup d'importations, notamment d'importations de vin en vrac en Chine, qui sont assez importants, qui viennent notamment du Chili, beaucoup. Il y a des accords entre la France et le Chili qui sont privilégiés, mais des importations également qui viennent d'Espagne, d'Italie, enfin d'Europe et des vieux pays qui sont là. Alors, la production en Chine, sur les modes de production, les Chinois copient assez bien sur les vins de qualité, ce qui se fait notamment dans les pays d'Europe continentale et le vieux continent. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent beaucoup aux techniques de production de la vigne et puis ensuite de la vinification et du vin, de ce qui se fait notamment en France dans les grandes régions viticoles françaises, mais sans s'attarder toujours à Bordeaux. Ils s'intéressent également à ce qui se fait dans des régions comme le Languedoc-Roussillon, et notamment parce que le Languedoc-Roussillon a effectué une grande évolution depuis les 20 dernières années, notamment avec la plantation de cépages qu'on appelle chez nous dans le Languedoc les cépages améliorateurs. C'est-à-dire on a apporté beaucoup de ces cépages atlantiques comme le merlot et le cabernet qui n'existaient pas vraiment dans le Languedoc, et on a renforcé la qualité notamment sur les porte-greffes et sur les clones des cépages méditerranéens comme le grenache et la syrah. Il y a des appellations merveilleuses dans le Languedoc comme le cabardès. Je fais un peu de promo pour mon appellation, qui est une très belle appellation puisqu'elle n'est pas très importante. Il y a 500 hectares, il y a 21 producteurs, mais il n'y a que 3 producteurs pratiquement qui représentent la majorité de la mise en bouteille là-bas, dont le château d'Ozias. Et c'est intéressant cette appellation du Languedoc parce que c'est l'une des seules en France, je crois que même c'est la seule où il y en a une autre, qui a fait des assemblages de cépages méditerranéens, de cépages atlantiques, qui sont aujourd'hui considérés par les Chinois comme le vin mondial un petit peu, et qui retrouvent également dans les vins du Nouveau Monde. Du moins, c'est la seule appellation en France qui fasse des vins du Nouveau Monde dans l'Ancien Monde, en faisant des assemblages de Cabernet, Merlot, Cabernet Syrah, Grenache, Cabernet Syrah. Et les Chinois s'intéressent assez à ça parce que c'est, d'abord, le goût chinois est assez orienté vers ce type d'assemblage, et d'autre part, il y a une augmentation de l'appréciation de ce goût à cause notamment des importations de vins australiens et chiliens qui sont essentiellement constitués de ces assemblages-là. Donc les assemblages de vins qui sont importés en Chine, qui sont effectivement les grands vins, mais qui en volume représentent beaucoup en valeur, mais en volume représentent beaucoup moins. Et puis ensuite, la grosse qualité de très bons vins, qui viennent notamment d'Australie ou du Chili, et pour certaines régions de France, qui sont ces assemblages de cépages atlantiques et méditerranéens. La troisième, enfin sur la production chinoise, on peut aller vite parce que
moi je pourrais vous laisser ce PowerPoint si ça vous intéresse. Ce qui est le plus intéressant, c'est les régions viticoles de Chine. Donc il y a à peu près 9 régions viticoles qui ont, on ne va pas les détailler, mais enfin vous les retrouverez, je pourrai vous répondre aux questions de ceux qui le veulent. Il y a essentiellement, ces régions ont toutes des caractéristiques avec des qualités et des défauts. Alors, le problème de la Chine pour la plantation du vin, c'est la grande difficulté que nous avons eue, nous, pour savoir quel était l'endroit et la région la plus adaptée pour planter nos vignes. C'était qu'il fallait associer un climat qui soit favorable, donc à peu près sur une latitude qui se situe entre Barcelone et Carcassonne et Bordeaux. Donc c'est le cas à peu près de toute cette frange qui est là. Deuxièmement, qu'il y ait un sol qui soit favorable. C'est très compliqué en Chine parce qu'il y a des sols, notamment dans certaines régions du centre qui sont du Leuss ou sur le bord du fleuve Jaune notamment. Et le Leuss a la particularité, c'est que les vignes, au bout de 5, 6 ans, 10 ans, c'est comme une éponge et puis les radicelles meurent et se gangrènent. Et donc on n'arrive pas à faire pousser des vignes très longtemps. Ensuite, il y a d'autres régions également, en dehors du sol, qui ont des difficultés. C'est à cause des différences de potentiel de température, notamment entre l'hiver et le printemps, au moment du débourrement. Et on est obligé d'enterrer la vigne. Alors c'est un truc incroyable, c'est-à-dire qu'on fait des fossés au milieu du rang, et, enfin sur le cordon je veux dire, et puis après on tresse les 2, 3 ou 4 brins qui sortent, et on les enterre, et puis après on recouvre la vigne comme ça. Donc c'est un travail qui est colossal, qui est assez dangereux, parce qu'au moment où il faut le déterrer, mais souvent on en casse quelques brins, donc on est obligé d'en laisser 2 ou 3, ce qui fait par conséquence qu'on ne peut pas avoir de colle de souche, et on ne peut pas créer une structure sur la souche et une architecture sur la souche convenable pour tailler soit en cordon broyat, soit en double guyot, ce que l'on sait faire traditionnellement. Alors c'est une autre technologie qu'on ne maîtrise pas, donc il vaut mieux éviter ce type d'endroit aussi. Donc nous on avait 2 objectifs, c'était de planter des vignes qui dureraient au moins 50, 60 ou 80 ans. Et c'est assez important notamment pour la propriété du terrain, puisqu'on vit dans les fermiers de l'État, donc mais sur la période de location de la terre ou de fermage a été assez longue à discuter. La deuxième chose, c'est qu'il fallait construire des cols de souche qui correspondent à notre technicité, notre façon de traiter la vigne, notamment peu importe le type de taille tel qu'on les connaisse, que ce soit des doubles cordons à Bordeaux ou des cordons broyats tels qu'on les utilise chez nous, il fallait quand même qu'on crée un col de souche, et donc c'est pas possible de le faire si on enterre la vigne par exemple, parce que la vigne on ne peut pas la redresser, bien que ce soit illégal, mais dès que ce col a 7 ou 8 ans, on ne peut plus le redresser. Et la troisième raison, c'est qu'il fallait également être dans un endroit où éviter les trop fortes variations ou les trop fortes intempéries de pluviométrie, etc., qui sont très compliquées, parce qu'on s'aperçoit que les principales maladies que possède la vigne, bon, je vais aller assez vite et tu me coupes si j'en dis trop, les principales maladies que connaissent la vigne, par exemple, comme les champignons, l'odium ou le mildiou, ou bien alors les acariens, ou bien alors tout ce qui peut s'apparenter aux vers de la grappe, aux insectes, etc., ont des évolutions qui sont totalement différentes. En France, on a une rémanence, par exemple, sur l'odium et le mildiou de 12 à 15 jours. En Chine, il peut arriver qu'en une nuit, le champignon soit développé comme il se développe nous en France en une semaine ou en 10 jours. Donc c'est dramatique parce qu'on n'a pas forcément les molécules actives pour pouvoir le traiter. Les acariens, c'est pareil, on a certains acariens qui peuvent avoir des carapaces qui sont grosses comme des têtes d'épingle, et puis en Chine, on les retrouve comme des escargots. Donc ça veut dire on n'arrive pas, il y a des mutations génétiques qui se sont faites sur certains types d'insectes ou d'acariens, des évolutions sur les champignons, et donc ça pose des problèmes, notamment pour lutter contre ces maladies. Et il vaut mieux être dans des endroits où on peut assurer plus facilement ça. Bien qu'en Chine, actuellement, notamment depuis ces 2 ou 3 dernières années, on trouve pratiquement toutes les molécules actives, et même on en trouve d'autres qui sont certainement plus pertinentes et qui, le plus souvent, sont interdites en France et ne le sont pas encore tout à fait en Chine. Voilà. Donc les régions sont celles-ci. Donc nous sommes. Alors on a cherché pas mal, et à dire vrai, ça fait un peu Da Vinci Code, parce qu'il a fallu trouver les régions idéales. Alors, moi j'ai voyagé un peu en Gaule méridionale, et je raconte que finalement on a trouvé la région idéale parce que c'était là où les jésuites avaient planté de la vigne à la fin du XVIIIe siècle, et qu'on avait trouvé l'endroit idéal. Alors ça permet de donner aux grands journalistes finalement de quoi écrire quelques bons reportages. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux non plus, parce que l'endroit où on est allé, effectivement, comme l'a très bien rappelé Bernard dans un article du Figaro, brillantissime, effectivement, disait que dans cet endroit du Chandon, on a trouvé des pièces de porcelaine et de céramique depuis, je crois, 7 000 ans, où les Chinois ont justifié que dans l'endroit où on a planté, il y avait eu du vin il y a 7 000 ans. Donc
On ne s'est pas trop trompé. Ce qu'on sait par contre, cet endroit-là, qui est un endroit très particulier, qui est donc dans le Shandong. Alors le Shandong, c'est là. Je me rapproche de la carte, c'est ici. La Chine, c'est un peu comme une poule. L'œil, ce serait Pékin un peu. Et ça, c'est la galgote de la poule. C'est ça, c'est cette presqu'île du Shandong. Alors là, c'est pas fini de découper parce qu'ici, c'est Séoul, ici, et c'est la Corée. Et ça, c'est le Japon. Donc l'intérêt de cette région du Shandong, et la suivante, c'est que nous, on est vraiment... Ce territoire est incroyable. Là où on est, c'est 25 hectares. La totalité sur une presqu'île, on est très proche de la mer, puisqu'on a la mer en face, à droite et à gauche, comme toutes les presqu'îles. Et la particularité, c'est que quand on est sur la terrasse du château, en face de nous, donc de l'autre côté de la presqu'île, c'est Dalian, et sur la gauche, il y a la mer de Bohai, et sur la droite, il y a la mer jaune. Et cette différence est fondamentale dans la mesure où la mer de Bohai est plutôt une mer chaude, avec l'influence notamment de tous les vents qui peuvent arriver de la Mongolie, des régions chaudes, de tous ces déserts du nord, et la mer jaune est une mer froide. Et donc on se retrouve exactement comme dans le Camargue, où on a l'influence atlantique et l'influence méditerranéenne, et on a à la fois le froid et le chaud, et tout ça dans le mirage chinois du yin et du yang, ça fait un truc assez poétique, mais finalement c'est très opérationnel et assez fantastique finalement pour pouvoir régulariser et régulariser nos plantations et réguler notre climat et l'évolution de nos terres. Voilà, donc là, ensuite, donc la région de Bohai, c'est toute la région qui touche la partie de Tianjin et puis de Pékin, donc c'est une première région. Donc là, il y a une reproduction de deux châteaux qui sont, un château qui est très modeste et très simple, c'est le nôtre, qui s'appelle le château Riefenn-Gosias, qui vous voyez en dessous, qui est tout à fait, qui n'a aucune prétention et qui est très simple, si ce n'est qu'il a l'une des plus belles caves de Chine, je pense, que l'on verra après. Par contre, notre voisin, il a un peu pété les plombs et il a construit un château fort écossais du XVIIe siècle, qui avec des souterrains, des escaliers dans tous les sens, et tout ça, c'est pas mal. Ce qu'on se pose souvent, c'est où sont les vignes. Il n'y en a pas parce que les gens construisent d'abord le château avant de construire les vignes, alors que nous, on a construit le château et la cave à peu près 4 ans après la plantation des vignes. Voilà, après on peut passer à la suivante. Alors ça c'est une autre région qui est un petit peu plus au sud de la Mongolie. Enfin on peut passer, voilà, alors avec des types de construction, je vais vite, qui sont toutes aussi démesurées les unes que les autres. Ça c'est la région de Shenzhen région, enfin vous pourriez peut-être présenter les régions, mais il faudrait avoir une autre carte pour le voir, mais je laisserai à ceux qui le souhaitent une copie de ce PowerPoint. Ensuite, donc il y a des châteaux qui sont tous plus ou moins connus, on verra après la répartition de ces types de châteaux. Ça c'est une autre région, on va voir également les reproductions de ces châteaux, avec Touloufan, c'est dans la région de Touloufan avec le château de Jiangdu. Ensuite ici, ça c'est une région qui est au sud de la Mongolie, complètement enfin pour ceux qui connaissent la Chine, si vous prenez un segment entre Oulan-Bator et Xi'an, c'est exactement au milieu. Ensuite, bon, ça c'est encore une autre région, vous avez également les autres bâtiments. Là on voit la région de Grace Vineyard. Grace Vineyard, les vins de Grace Vineyard sont des vins assez intéressants. C'est une propriété qui a été dirigée par un Français qui s'appelle Jean Arcolin, qui l'a lui-même créé dans les années 90, avec beaucoup de brio, parce qu'il a réussi à faire un excellent vin, qui est devenu le vin très à la mode en Chine pendant tout le début des années 2000, parce que c'était le meilleur, c'était vraiment le vin chinois fait par des Français, ou comme disaient les Chinois, c'était du vin chinois, c'était du vin français fait par les Chinois. C'est-à-dire que la duplicité un peu du marketing se joue toujours en Chine. Voilà. Donc vous voyez Grace Vineyard, qui était donc installée plutôt dans le sud et qui aujourd'hui est en train de s'installer dans le Shandong. Donc toutes ces propriétés qui étaient installées un peu partout en Chine se retrouvent aujourd'hui et émigrent toutes un peu dans le Shandong, à l'endroit où nous sommes installés, avec des noms célèbres, puisque à quelques kilomètres de chez nous, il y a Éric de Rothschild qui a installé Lafite, il y a Shangri-La qui est en train de s'installer, enfin les plus grands producteurs de vin, ou ceux qui ont la prétention de devenir des très grands producteurs de vin chinois, s'installent à quelques kilomètres de chez nous. Voilà. Bon, on peut passer encore là, voilà, ça c'est toutes les régions avec des châteaux toujours aussi merveilleux. C'est pas tout à fait significatif parce que les châteaux les plus merveilleux sont en cours de construction. Mais enfin vous en avez, c'est assez grandiose et c'est pas mal et c'est très bien fait. Tout le monde se copie allègrement et voilà. Alors ça, on arrive ici sur le château Riefenn-Gosias, qui est notre propriété en Chine, avec les particularités que l'on a fait, et qu'on a apporté. La première particularité, c'est qu'on a mis pas mal de temps à trouver cette région. Et cet élément est assez incroyable parce que c'est des sols argilo-calcaires qui, au lieu d'être horizontaux, ils sont en chevron. Donc,
quand le sol est bien défragmenté, on l'a défragmenté avec des espèces d'énormes bulldozers avec une hélice hélicoïdale qui tourne comme ça et qui fibre et qui a fait remonter pratiquement les sols de 25 cm. Et on n'a pas remué la terre, contrairement à ce que font beaucoup malheureusement de gens, pour faire remonter les sols. Nous, on les a cassés comme ça verticalement. Et comme il fait souvent très froid en hiver, on a fait ça au printemps, en automne, il y a eu des fortes pluies et l'eau a bien défragmenté les sols, ce qui fait que la vigne a très bien poussé, vous verrez par la suite. Et la deuxième chose que l'on a faite surtout, c'est qu'on a fait des carottages de toutes les parcelles. Et on a, avec l'INA en France notamment, on a vraiment bien choisi les différents porte-greffes. Donc on a essentiellement 4 familles de porte-greffes. Enfin, on a du Fercal pour certains sols, on a du LC4, peu importe les normes de porte-greffes. Et on a greffé dessus les 4 cépages principaux qui nous intéressent, c'est-à-dire du Cabernet, essentiellement du Cabernet Franc, du Cabernet Sauvignon, de la Syrah et du Merlot et du Grenache. Et puis pour les blancs de Chardonnay, essentiellement avec un petit peu de Muscat Tigre. Et ce qui nous permet de faire des assemblages qui sont pertinents pour le Bouchillon. Donc ça a été assez incroyable, et surtout ce qui est amusant, c'est que, on a fait cette plantation d'une façon rationnelle depuis le début, à la fois dans le choix du terroir. Après il a fallu négocier les terrains, ça a été assez compliqué, parce que c'est des terrains qui appartenaient à 3 villages adjacents, donc c'est compliqué de récupérer une aussi grosse quantité de terrain. La deuxième chose, ça a été de préparer les sols d'un côté, et puis de préparer les porte-greffes et les cépages, et ensuite de planter parce qu'il fallait aller très vite. Entre l'arrivée des pourrettes, enfin des porte-greffes, des greffés soudés, ce qu'on appelle des greffés soudés, c'est-à-dire le porte-greffe avec le clone dessus, et qui arrivait en avion, et puis il ne fallait pas qu'ils meurent, donc il a fallu les préparer. On a créé une immense piscine, il y a quelques photos qui le montrent, pour pouvoir les préparer, et puis après les planter. Et donc en 3 jours, on a planté 25 hectares. Alors ça, c'était un truc assez incroyable parce qu'il y avait plus de 300 personnes, c'était des lignées de gens, c'était même assez militaire l'organisation qui a été faite. Et ça a plutôt bien fonctionné puisqu'on a eu des taux de prise ou de reprise de 92% pratiquement, et l'année suivante on a complété les manquants qui avaient été faits assez facilement. Et la chance qu'on en a, c'est qu'on a eu l'autorisation d'importer ces porte-greffes, et une fois qu'on les a importés, l'autorisation est tombée, et plus personne ne peut importer de greffes soudés d'Europe. Ce qui fait que nos bons amis qui nous suivent, malheureusement, sont obligés de planter soit en pied franc, ce qui est dramatique pour l'avenir, on l'a vu en Californie ou ailleurs, soit avec des pépinières locales qui ne sont pas très performantes pour l'instant, et dont les porte-greffes notamment, et puis la technique de greffage, du greffage-soudage n'est pas très opérationnelle. Ce qui pose des problèmes, puisqu'il y a 2 ans notamment, il y a eu un très grand gel, et pratiquement la moitié du champ d'eau a été gelé, ce qui a été, enfin il y a eu je crois 2000 hectares qui ont été arrachés. Et nous, par chance, enfin Bernard Laville était même assez surpris, on n'a aucune mortalité parce qu'on a réussi, grâce au porte-greffe et puis grâce à la technique qu'on a utilisée, à le maintenir. Voilà. Ensuite, la troisième partie des avantages que l'on a, c'est qu'on a importé également des fétules traçantes, c'est-à-dire des espèces d'herbes qui ont des racines très profondes, et qu'on a planté d'abord dans toutes les rangées, puis après 1 an sur 2, puis en fonction de la pluviométrie, etc. On le fait modifier dans certaines parcelles, et on le change tous les 2 ans. Et ça nous permet d'abord de stabiliser les sols, et puis ensuite ça permet, quand il y a des très fortes pluies très rapides, par capillarité on fait descendre l'eau très profondément. Et puis ensuite ces racines aussi sont en concurrence avec les racines de la vigne, de ces jeunes vignes, et donc les obligent à descendre très profondément. Et comme les sols sont, comme je vous ai dit, en chevron, de l'argilo-calcaire recouvert de silex, ça permet de rentrer très profondément les vignes. Troisième élément, c'est qu'on a, on a un personnel qui est de plus en plus cher, et heureusement c'est bien, moi je trouve que les gens sont de mieux en mieux payés, mais forcément dans un camp d'exploitation, il y a 10 ans, on avait prévu un budget, une masse salariale qui a explosé par 10 pratiquement, et 15, mais ça nous permet d'avoir des vendanges qui sont assez exceptionnelles, puisqu'on rend à peu près toute la vendange qui est faite à la main, est rentrée à peu près en 10 minutes, elle est en cuvée. Et on arrive à faire plusieurs passages dans les vignes, d'une part, et d'autre part, on arrive à rentrer, pas grain par grain, ça serait exagéré, sauf on le fait pour certaines cuvées et pour certaines parcelles où on s'amuse à le faire grain par grain, mais on arrive à rentrer une matière première d'une qualité extraordinaire qu'on ne pourrait pas faire, même à la main en France, on ne pourrait pas le faire. C'est-à-dire qu'il y a, pour chaque grappe, il y a pratiquement 3 personnes qui s'en occupent. Voilà. Et le dernier avantage, c'est qu'on a, après avoir fait un peu le tour du monde, de voir tout ce qui se passait en technique de vinification, comme tout est possible en Chine, qu'il n'y a pas tellement de contraintes techniques,
Mon associé chinois est un très grand responsable du pétrole, donc il sait ce que c'est que des contenants. On a réussi à faire une cave qui a la particularité, c'est qu'elle est toute mobile sur un pont roulant qui se déplace en 3 dimensions. Et donc on déplace les contenants, il n'y a pas de pompe. C'est-à-dire quand on veut vider une cuve, on la monte et puis on la vide. Et puis quand on veut amener une vendange, on amène la vendange et puis après on la descend délicatement dans la cuve. Quand on veut décuver, quand on veut délester ou soutirer, on va prendre le jus très rapidement. On peut le rendre avec des trappes guillotine, on peut faire des délestages de tomber à peu près 2 tonnes dans la cuve d'un coup sans aucun problème. On peut le faire très calmement avec un chapeau chinois, tout le monde sait ça, tous les gens qui ont fait de la vinification. Et donc ça se passe très bien, on arrive donc à ne pas avoir de pompe et donc à avoir de rien mâcher. Et la deuxième particularité aussi, c'est que toutes ces cuves-là sont avec des doubles boucliers thermiques qui sont toutes pilotées par ordinateur. C'est-à-dire qu'on peut contrôler pratiquement au degré près chaque cuve et l'évolution des températures de chaque cuve. Ce qui est assez exceptionnel aussi d'arriver à le faire. Et donc on arrive à faire soit des macérations à froid, soit de contrôler très bien les fermentations en faisant évoluer d'un demi-degré par jour par exemple, et assez facilement. Voilà. Et voilà, donc on a très vite, au bout de 5-6 ans, on a commencé à avoir présenté nos vins dans les grands concours internationaux. Et il a été, enfin au mois de septembre, il y a peu de temps, on a eu la chance d'abord au mois d'août d'avoir plusieurs médailles d'or chez Decanter, puis ensuite il y a eu un concours régional, on a été médaille Regional Trophy pour toute l'Asie, et puis après on a eu la chance d'avoir des vins qui ont été International Trophy et certains qui ont été classés meilleurs vins du monde, donc des vins chinois. Donc pour son ego personnel et puis pour mes amis chinois, ça leur faisait très plaisir, et puis moi aussi finalement c'est pas plus mal. Alors que je me disais que j'arriverais jamais à le faire dans le Languedoc, j'arrive à le faire finalement en Chine, et c'est finalement pas plus mal parce que comme la propriété porte mon nom, finalement par mimétisme j'en bénéficie un petit peu. Voilà. Et alors voilà nos vins, et voilà, je vous remercie de votre attention. J'aimerais bien, après si Bernard m'y autorise et s'il me donne la parole, vous donner 3 petits points qui me tiennent à cœur sur les choses que l'on peut faire. Et puis vous êtes, comme disent nos amis chinois, d'éminentes personnalités. Je pense que vous pouvez prendre le relais de ces heureuses initiatives. Voilà. Bien, merci. J'ai eu quelques questions pour recentrer maintenant le débat. D'abord, est-ce que les vins de Cabardès se vendent bien en Chine? Et est-ce que les vins chinois se vendent bien à la fois en Chine et est-ce qu'ils se vendent bien ailleurs? Alors, pour parler du vin, ça va être assez amusant parce que je vais vous dire, le vin en Chine ou les exportations de vin en Chine, c'est un peu la mer à boire. Parce que moi j'écoute pas mal de gens et finalement, avec une certaine complicité, j'ai des tas de gens qui travaillent dans le vin qui alors je fais un conteneur par jour en Chine, c'est le pays de rêve, etc. Or, en définitive, si tout le monde fait un conteneur en Chine, je ne sais pas où on trouve le vin et comment ça se passe. Parce que ça ne se passe pas si bien que ça, le vin en Chine. Et c'est très difficile d'importer du vin. Il y a beaucoup d'importateurs. Maintenant, tout ça, il y a une restructuration un peu du milieu des importateurs. Il y avait des très gros importateurs qui étaient d'origine étrangère, des Canadiens ou Australiens, notamment avec ASC, et les autres. Aujourd'hui, il y a des compagnies comme Torres, par exemple, ou Pernod Ricard, ou Moët qui sont en train soit de porter en Chine, soit de distribuer, donc c'est une deuxième famille. Et puis la troisième famille, ce sont les Chinois eux-mêmes, qui sont des distributeurs de Beijing, enfin d'alcool chinois, qui sont très localisés dans les régions de Chine, alors que les autres sont plutôt sur Pékin et Shanghai, et se disputent les marchés qui sont les marchés de GD avec Carrefour, ou la GD taïwanaise ou chinoise, et puis le CHR qu'on appelle la Horeca. Et alors que dans les régions, la distribution se fait différemment, c'est-à-dire on peut très facilement distribuer des vins l'équivalent de 1500 quoi à peu près, c'est-à-dire 200 €, entre 180 € dans une station-service. Et ça n'est pas très choquant. Et donc les distributeurs locaux commencent à s'intéresser à ça, ils commencent à devenir eux-mêmes des importateurs ou avoir des relais d'importateurs. Voilà, donc pour mon Cabardès, ça se passe plutôt pas mal, puisque effectivement nous importons beaucoup, on a 7 importateurs en Chine, et on distribue nos vins, puisque la Chine est mon deuxième client, on distribue nos vins de la propriété. On produit l'équivalent dans le Cabardès de 600 000 bouteilles, et on exporte dans 47 pays. Mais rassurez-vous, s'il y en a qui sont producteurs, je ne suis pas un modèle. Il faut pas faire ce que je fais, il faut pas faire copier-coller. Parce que moi, j'ai un petit plus stratégique par rapport à d'autres. C'est que comme je voyage beaucoup en éditant des guides dans 186 pays, je pars toujours avec 2 valises, une avec des guides de voyage et une autre avec quelques bouteilles de Cabardès. Et je demande à mes contacts locaux de me trouver un importateur. Donc c'est allé assez vite de trouver aussi autant d'importateurs. Et en Chine, effectivement, ça se passe bien. Concernant nos vins chinois, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont très chers. Puisqu'on vend nos bouteilles entre à peu près l'équivalent en euros, entre 120 et 180 € la bouteille. Et on a en plus plusieurs euros de gamme qui sont vendus entre 700 et 800 € la bouteille.
Donc pour le marché extérieur, hors de Main China, c'est très compliqué parce que personne ne comprendrait qu'un vin chinois puisse se vendre 700 €. Donc on vend nos vins une petite quantité, à peu près un peu moins de 10% à l'étranger. On le fait sur deux marchés essentiellement, le marché des duty free. Donc on est présent dans les principaux duty free du nord de l'Europe et puis maintenant en Asie et aux États-Unis, où on est associé avec un distributeur qui fait de l'alcool de riz de très haut de gamme qui s'appelle l'alcool de Moutai, que certains connaissent, et où on vend, par exemple à Amsterdam, on vend nos bouteilles dans les duty free, on ne peut pas acheter plus de 2 bouteilles à la fois déjà, et on les vend 180 € la bouteille. Donc c'est plutôt élevé dans les duty free. Et deuxièmement, on a quelques gros importateurs mondiaux qui veulent étoffer leur portfolio et qui se disent finalement ça va peut-être marcher le vin chinois, donc autant vaut-il avoir l'un des meilleurs, des plus célèbres vins chinois dans notre portfolio. Et donc c'est le cas à Paris. Il y a une société qui s'appelle Vin du Monde, c'est ça, qui distribue notamment Lavinia, et qui vend à Lavinia, à Paris, à Bruxelles et à Genève, je crois, et qui ont l'exclusivité de nos vins, des vins chinois, à Paris, chez Lavinia, voilà. Donc vous l'avez soit à Paris, chez Lavinia, je crois la semaine prochaine, parce que je sais, et dans les aéroports. Voilà, donc les vins français se vendent très bien. Malheureusement, les vins français, ils ne se vendent pas très cher, mais bon, ça compense avec les vins chinois qui se vendent cher.